Les services secrets britanniques et leurs alliés démocrates tentent d'importer la guerre de religion du Moyen-Orient aux États-Unis. Les médias qualifient notre mouvement de politique organique. Il s'agirait simplement de jeunes qui se rebellent contre les atrocités commises à Gaza et la guerre contre l'Iran. Mais je vois la main de la guerre britannique partout. Tucker Carlson et Hunter Biden se sont associés cette semaine pour affirmer qu'Israël tire les ficelles de Trump et de l'Amérique. Laura Loomer présente le point de vue opposé et affirme que Tucker a été prise en otage par les Arabes et les Russes. Et puis, au Texas, l'Assemblée législative examine un projet visant à interdire le port du hijab et la nourriture halal. Ils mettent tout en œuvre pour interdire la religion musulmane. La véritable cible dans tout cela, c'est Donald Trump et les élections de mi-mandat. Je m'appelle Barbara Boyd, j'ai étudié la manière dont les services de renseignement de la City de Londres ont créé et utilisé des sectes politiques et religieuses depuis la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les liens cachés entre Londres, le maire de New York, Zohran Mamdani, le candidat au Sénat du Michigan, Abdul El-Sayed, et Barack Hussein Obama. Nous examinerons ensuite comment les Britanniques ont utilisé l'islam politique et le communisme comme outil de subversion tout au long de l'histoire. Enfin, nous verrons ce que fait l'administration Trump à ce sujet. En examinant le parcours de Zohran Mamdani, d'Abdul El-Sayed et de Barack Obama, certaines similitudes sautent aux yeux. Barack Obama a désormais publiquement pris la défense des radicaux, ce qui en dit encore plus long. Voici Abdul El-Sayed dans l'émission Meet the Press de dimanche dernier. Et j'ai ensuite vu, l'année suivante, Barack Hussein Obama se présenter à la présidence et remporter l'élection. Je l'ai vu exercer ses fonctions avec une classe et une élégance dont nous ne pouvons plus que rêver aujourd'hui. J'ai donc vraiment apprécié cette conversation. J'ai été reconnaissant de ses conseils, c'était très chaleureux, très accueillant. Et je sais qu'il est conscient du rôle crucial que le Michigan va jouer pour demander des comptes à Trump, pour reconquérir le Sénat et pour construire l'avenir dont nous avons besoin. Va-t-il faire campagne à vos côtés, Dr. El-Sayed? Écoutez, je l'espère vraiment, et ce fut une très bonne conversation sur ce que nous devons faire pour pouvoir gagner. Et de toute évidence, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en matière de victoire dans le Michigan. Pour remporter le Michigan, il faut les voix des Noirs, des Hispaniques et des Juifs, celles des syndicats, ainsi que celles des électeurs des classes ouvrières et moyennes, qui votaient autrefois massivement démocrates. La plupart d'entre eux n'ont pas soutenu El-Sayed lors de la primaire, et le vote musulman dans le Michigan a été déterminant dans la victoire de Donald Trump dans cet État. El-Sayed compte sur Obama pour lui apporter ses voix manquantes. Et cette relation ne date pas de l'appel téléphonique de la semaine dernière. Ces candidats radicaux tentent désormais de se dissocier de leurs véritables idées et de leurs véritables politiques. Des milliers de publications sur les réseaux sociaux sont en train d'être supprimées. Voici Alexandria Ocasio-Cortez, figure de proue du Parti socialiste démocrate américain, dimanche dernier sur ABC. L'abolition des prisons, l'abolition de la police, ce sont aussi des positions adoptées par bon nombre de candidats progressistes qui ont remporté leur élection. Comment comptez-vous contourner cela? Oui, ce ne sont pas des positions soutenues par... Exact. Je veux dire, je pense que beaucoup de ces scrutins, même en ce moment, auront tendance à être nationalisés. Mais ces scrutins sont en fin de compte locaux, et toute politique est locale. Si j'ai bien compris, Francesca Hong a clairement exposé ses positions actuelles en vue de son élection. Oui, elle s'est éloignée de beaucoup de tout ça. Exactement, elle s'en est éloignée. Et je connais un conseiller municipal local qui dit « Le mouvement woke était complètement fou. » Le mouvement woke était complètement fou. D'accord, c'est intéressant, oui, et je pense... Qu'est-ce que ce woke qu'elle vient de balayer d'un revers de main en le qualifiant de mauvaise blague? Eh bien, ce mouvement a pris son essor avec l'affaire George Floyd en 2020. C'était la campagne visant à réduire le financement de la police. C'était les émeutes de 2020 que bon nombre de ces personnes ont menées.
Ils ont tué 19 personnes, causé 2 milliards de dollars de dégâts et profané les statues de nos fondateurs. C'était le projet de coup d'État visant à utiliser ces mêmes émeutiers pour renverser le gouvernement si Donald Trump refusait de quitter ses fonctions. C'était la guerre contre les hommes blancs et la famille. C'était la dictature du Covid et la guerre menée au nom de l'Amérique qui soutenait Trump. Une guerre qui n'a jamais été menée par le sénile Joe Biden. Empiler les biographies d'Obama, d'El Sayed et de Mamdani et demander à n'importe quel vétéran du MI6 ou de la CIA s'il ne voit pas là le parcours menant à devenir agent ou informateur. Je pense que bien d'autres éléments se trouvent dans les dossiers encore classifiés des services de renseignement américains et britanniques. Voici ce qui est public. Abdul El Sayed. Le père est un musulman égyptien. Sa belle-mère est une américaine presbytérienne. Son beau-père est proche des frères musulmans. Boursier Rhodes, titulaire d'un doctorat en santé publique. Les bourses Rhodes ont été créées par Cecil Rhodes pour endoctriner les étudiants aux méthodes impériales britanniques. Diplômé en médecine de l'Université de Columbia en 2014, directeur de la santé de Détroit en 2015. Se présente aux élections du poste de gouverneur en 2018, soutenu par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. En 2019, il dirige Michigan United, une organisation financée par des fonds occultes de George Soros via Arabella Advisors. Il lance un podcast en 2019 sur Crooked Media, un média fondé par Jon Favreau et John Lovett, ancien rédacteur de discours d'Obama. Nous y reviendrons plus en détail sous peu. Zohran Mamdani. Son père, marxiste ougandais, était actif au sein du groupe marxiste de l'université Dar es Salaam, qui adhérait à la doctrine de Frantz Fanon de la violence purificatrice. Il justifiait le génocide d'Idi Amin et son soutien à Hitler en les attribuant à la domination coloniale. Malgré ses critiques du colonialisme britannique, son père est toutefois membre correspondant de la British Academy. Après ses études universitaires, Zohran a lui-même rejoint l'organisation qui a succédé au NYPIRG, a été élu à l'Assemblée législative de l'État de New York. Sa campagne pour la mairie a, là encore, été massivement financée par George Soros. Ce financement a été facilité par Patrick Gaspard, lui aussi ancien haut responsable de l'administration Obama. Barack Obama, son père, un musulman kényan noir devenu athée. Sa mère, une anthropologue blanche, qui a travaillé pour l'USAID, une organisation servant de couverture à la CIA. Diplômé de l'Université de Columbia, il a travaillé pour Business International, une ancienne organisation de façade de la CIA. Puis au sein du New York PIRG, tout comme Mamdani, il s'est installé à Chicago, où il a été élu à l'Assemblée législative de l'Illinois, au Sénat, puis à la présidence. Obama, El Sayed et Mamdani se sont tous présentés comme des leaders de la nouvelle génération, éloquents et à l'aise avec les médias, luttant contre une structure politique sclérosée et corrompue. Mais les nouveaux démocrates d'Obama n'ont rien à voir avec les électeurs issus de la classe ouvrière ou de la classe moyenne. Ce sont des riches, des professionnels de la fortune qui méprisent la bourgeoisie. Et l'illusion de l'espoir et du changement d'Obama a facilité le plan de sauvetage de 2008-2009 en faveur de l'élite mondiale au détriment des classes moyennes et populaires américaines. George Soros est un agent des services secrets britanniques dont les campagnes en faveur de l'ouverture des frontières, des énergies vertes, de la légalisation des drogues, de l'euthanasie, de l'avortement à la demande et de la désindustrialisation incarne la campagne du communiste Antonio Gramsci, visant à détruire la culture de la civilisation occidentale. Ce n'est qu'alors, selon Gramsci, que le communisme deviendra possible en Europe ou en Amérique. Comprendre le véritable ennemi et non le faux ennemi que la guerre psychologique vous présente en ligne est la clé pour le vaincre. C'est pourquoi vous avez besoin de notre newsletter gratuite de Promethean Action.
Le lien se trouve dans la description. Alors, cet appareil londonien Soros-Obama s'oppose à Trump et à Israël, ce qui constitue un thème central de sa campagne. En réponse, l'AIPAC et d'autres organisations juives, ainsi que des donateurs républicains rhinos et néoconservateurs, ont financé l'opposition, alimentant les thèmes de guerre de religion et les opérations de cyberguerre qui dominent désormais les médias. Au Texas, la tradition républicaine des Bush joue également un rôle dans ce contexte. À l'instar des démocrates d'Obama, ils exploitent les questions raciales et religieuses pour mener leurs campagnes, des campagnes totalement dépourvues de contenu économique. Le ralliement à l'islam radical n'est pas une nouveauté pour Barack Obama. En 2011, il a apporté son soutien aux frères musulmans. Lors de l'opération conjointe des services de renseignement britanniques et américains, connue sous le nom de Printemps arabe, celle-ci visait à renverser les gouvernements égyptiens, syriens et libyens, en utilisant les frères musulmans comme béliers. Résultat, l'Égypte s'est retrouvée avec le gouvernement des frères musulmans, dirigé par Mohamed Morsi. Abdel al-Sisi a renversé Morsi, après que des millions de citoyens égyptiens sont descendus dans la rue pour exiger son départ. L'histoire du Moyen-Orient depuis la Première Guerre mondiale a été façonnée par les Britanniques dès qu'ils ont imposé le traité de Sykes-Picot. Ce traité a tracé les frontières des États de la région de manière à garantir la persistance d'une guerre de religion entre les confessions et les sexes. Ces conflits religieux incessants ont empêché tout véritable développement économique ou national, qui aurait pu menacer l'emprise de Londres sur l'or noir de la région, ces vastes réserves de pétrole et de gaz naturels qui alimentent l'économie mondiale. Tout au long de son histoire, les frères musulmans ont servi d'instruments au service secret britannique. Les frères musulmans, quant à eux, n'ont que peu de points communs avec les musulmans traditionnels. Ils ont facilité le renversement de gouvernements perses et arabes qui cherchaient à développer leur nation et à mettre fin à la guerre permanente avec Israël. Le Hamas est la branche israélienne des frères musulmans. L'ancien ayatollah Khomeini en Iran a adopté l'idéologie des frères musulmans et leur conception du djihad comme politique officielle iranienne. Le communisme pratiqué par la DSA est lui aussi un produit des services secrets britanniques. Richard Poe expose tout cela dans son livre intitulé « Comment les Britanniques ont inventé le communisme et en font porter la responsabilité aux Juifs ». Il montre comment la Grande-Bretagne a orchestré à la fois la Révolution française et la Révolution russe, en se servant des Jacobins et des sectes politiques communistes à cette fin. Ces deux révolutions visaient à détruire les rivaux économiques de la Grande-Bretagne, qui avaient coopéré contre elle lors de notre révolution et pour la défense de notre nation pendant la guerre de sécession. Le communisme de Marx et de son éditeur britannique, l'oligarque David Huckart, visait à détruire les ouvriers industriels productifs et la classe moyenne, tout comme le font aujourd'hui les mondialistes, les démocrates modernes et les socialistes démocrates américains. Pour l'Empire britannique, le problème a toujours été la menace que représentait pour le libre-échange impérial britannique et son système économique mondialiste, le système économique unique, inventé par Alexander Hamilton et perfectionné par Abraham Lincoln et William McKinley. Ce système américain est celui auquel le président Trump a toujours cru et qu'il utilise aujourd'hui pour reconstruire l'économie américaine que Barack Obama et Joe Biden ont failli détruire. C'est pourquoi Barack Obama, en tant que président, a autorisé le coup d'État de la révolution de couleur contre la présidence de Trump. Ce coup d'État avait été exigé par les services secrets britanniques, qui s'appuyaient principalement sur le faux dossier du MI6 concernant Donald Trump, rédigé par l'ancien agent du MI6, Christopher Steele. Que fait donc le président Trump pour y faire face? Eh bien, le président sait que le peuple américain n'a aucune envie de poursuivre la guerre contre l'Iran et, surtout, que toute action militaire a des limites réelles, au-delà desquelles elle devient contre-productive. Nous ne menons donc pas pour l'instant une guerre totale contre l'Iran. Nous laissons la bombe à retardement
que constituent les répercussions de la guerre et la campagne d'asphyxie menée par le secrétaire au Trésor Bessent contre l'économie iranienne faire leur effet. Parallèlement, grâce aux opérations de la marine américaine, nous extrayons désormais davantage de pétrole du détroit d'Ormuz qu'avant la guerre. Nous travaillons avec nos alliés du Golfe et arabes pour consolider le Conseil de la paix de Trump, au sein duquel les nations de la région définissent leur propre destin, pour la première fois depuis des siècles. Parallèlement, nos alliés du Golfe construisent des oléoducs souterrains qui rendront très prochainement le détroit d'Ormuz obsolète en tant que menace pour l'économie mondiale. Nous travaillons avec eux et d'autres acteurs impliqués dans le Conseil de la paix de Trump. Maintenant, le président met à nouveau l'accent sur l'économie productive qu'il construit ici, en l'opposant à la culture du culte de la mort dans laquelle vivent les démocrates et leurs partenaires communistes. Comme le dicte le système américain, nous ne nous contentons pas de reconstruire la plateforme industrielle que les mondialistes ont sapée. Nous construisons l'économie à propulsion nucléaire de l'avenir. La manière dont nous saurons faire connaître cette révolution et la mettre en contraste avec la mentalité démocrate déterminera le sort de notre République. Nos ennemis impérialistes savent, depuis qu'ils ont perdu la guerre civile, que la guerre cognitive, les opérations psychologiques et la manipulation de l'esprit humain constituent l'arme de destruction massive la plus puissante. C'est pourquoi ils contrôlent nos médias. Ici, à Promethean Action, nous nous sommes donnés pour mission de raconter cette histoire et de relever ce défi. Mais nous avons besoin de votre aide pour nous développer. Merci de contribuer autant que vous le pouvez. C'était votre briefing du mercredi. Merci beaucoup de votre écoute.